Et nous sommes en présence de Jean-Marc Mosqueta, qui est donc professeur à l'ISAE Supaéro à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, cette école est l'une des plus grandes qui forme les ingénieurs aéronautiques de demain. On est là pour parler de drones à hydrogène et pour parler du défi Mermoz, mais avant tout, peut-être quelques mots sur la façon dont vous intégrez l'hydrogène dans vos formations, parce que on sait bien sûr que Toulouse est un berceau de l'aéronautique, et puis localement d'ailleurs, il y a aussi un grand projet en Occitanie pour améliorer la formation dans l'hydrogène. Oui, tout à fait. On est en pleine réflexion et même en pleine activité pour déployer donc des enseignements autour de l'hydrogène, qui fait partie vraiment des solutions les plus intéressantes, les plus séduisantes pour décarboner l'aviation. Et il nous tient à cœur justement de développer ces enseignements pour que nos futurs cadres de l'aéronautique, que l'on sort chaque année, ne soit pas uniquement référé à la technologie de l'aviation du kérosène, mais commence à regarder les avions plus électriques, des avions vraiment décarbonés avec de nouveaux carburants, et en particulier l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène liquide. Donc, tout cela s'inscrit dans un programme qui s'appelle GENIO, la Génération Hydrogène Occitanie, qui est un gros programme régional dans lequel l'ISAE Supaéro occupe une place particulière sur la question de l'intégration de la chaîne propulsive dans les aéronefs. Comment on va concevoir les aéronefs pour que ça fonctionne avec cette nouvelle possibilité de l'hydrogène. Alors, vous passez à une phase qui est celle des travaux pratiques, puisque l'ISAE Super-Héros est partie prenante d'un défi qui s'appelle le défi Mermoz. Ça fait référence, bien sûr, au célèbre aviateur Jean Mermoz. Et oui, alors il nous tenait à cœur aussi pour relancer également la motivation de nos étudiants pour sortir un petit peu de l'aviation bashing en disant, bon, très bien, il va falloir repenser d'un point de vue sociétal les usages, mais notre positionnement, c'est aussi de penser les avions, c'est-à-dire de concevoir des avions qui soient beaucoup plus propres, parce que c'est très utile quand même de pouvoir voyager en avion pour des tas de raisons. Donc, il nous appartient de relancer un petit peu cette motivation chez les étudiants et de leur donner à relever des défis et que a toujours connu l'aviation sur la sécurité, sur l'acoustique, sur que sais-je, beaucoup de défis qu'il a fallu relever et que l'aviation a réussi à relever. Donc, l'hydrogène, c'est le nouveau défi. Et il n'y avait pas de meilleur choix, je dirais, que de se référer à l'esprit des pionniers, puisqu'on ouvre une nouvelle page. Et le défi Mermoz consiste à traverser l'Atlantique de part en part selon la route historique de Jean Mermoz, donc la route dite de l'Atlantique Sud, utilisée autrefois par l'aéropostale pour convoyer le courrier postal en Amérique du Sud. Donc, c'est sur une section, le grand saut de puce qu'il y a entre le Sénégal et le Brésil, c'est 3000 km. Donc, le défi Mermoz consiste à envoyer un aéronef. Alors, on a choisi d'en faire d'abord un petit, un drone, le plus petit aéronef possible, pour faire cette traversée. Et montrer au passage que Transmettre l'autonomie, naturellement, est supérieure grâce à l'hydrogène. Voilà, sans émettre de CO2, avec une autonomie considérable, parce que jusqu'à présent, vous voyez, le vol électrique sans émission de NOx, sans émission de CO2, c'était du vol basé sur les hydrocarbures. Pardon, le vol électrique Avec des batteries, c'était notamment Solar Impulse des avec Air batteries Baltica. était limité à des élongations extrêmement modestes, hein, peut-être de quelques centaines de kilomètres. On ne peut pas faire des élongations plus importantes que ça. L'hydrogène va permettre de briser un peu ce plafond de verre en termes de portée. Et une bonne façon de le faire, c'est de démontrer qu'on peut faire en fait d'énormes distances grâce à l'énergie spécifique de l'hydrogène. Alors effectivement, il y a deux phases. Donc la première, vous l'avez dit, c'était un drone plus petit et qui était à l'hydrogène gazeux. Et le premier vol a eu lieu en fait il y a quelques mois. C'est ça, on a commencé. Alors, le drone, pour dire deux mots sur la taille et la masse du drone, donc c'est un engin qui fait moins de 15 kilos et 4 mètres d'envergure. Tout est basé autour donc d'une solution qui peut être à la fois de l'hydrogène gazeux, c'est ce que nous avons déjà fait voler il y a quelques mois. On a commencé en janvier, on en a refait en mai, puis là, on prépare de nouveaux vols pour faire des tests d'endurance.
toute cette série de vols qui a déjà eu lieu a démontré qu'on pouvait maîtriser la chaîne hydrogène sous forme d'hydrogène gazeux pressurisé, c'est-à-dire la question de la pile à hydrogène qui permettent d'activer le moteur électrique, c'est un moteur à hélice tout simplement, et une question difficile qui est toujours classique en aviation, c'est de conditionner thermiquement l'intérieur du fuselage. Comme on a un endroit très confiné, il faut quand même faire circuler C'est de très l'air, contraint, maintenir en effectivement. température. Donc ça a été fait sur l'aérodrome de Muret, là, près de Toulouse, qui nous a permis bon, de faire ces premiers vols d'essai dans la phase hydrogène. Maintenant, nous abordons la phase hydrogène liquide. Et voilà, car effectivement, c'est un autre mode de stockage. Ça permet de mettre plus d'hydrogène dans un même volume. Tout à fait. Je pense que l'hydrogène sera liquide ou ne sera pas pour l'aviation. On n'a pas le choix, contrairement peut-être à l'automobile ou à d'autres engins terrestres ou maritimes. On est vraiment obligé d'être dans le liquide pour des raisons d'encombrement, parce que en phase liquide, on peut stocker beaucoup plus d'hydrogène dans un volume donné. Ça présente par contre un certain nombre de difficultés. Que le point d'ébullition de l'hydrogène, donc celle en dessous, la température en dessous de laquelle l'hydrogène est liquide est très très basse, hein, c'est moins 253 Celsius, degrés Celsius, c'est-à-dire 20 Kelvin, 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Il faut donc qu'on sache traiter les problèmes de cryogénie liés au stockage de l'hydrogène. Et c'est ce que nous commençons à faire avec, voilà, avec nos partenaires toulousains, en particulier le laboratoire Laplace et la société H2Pulse, et aussi avec une société coréenne avec laquelle on va pouvoir commencer les premiers tests au sol de la chaîne de propulsion hydrogène liquide. Je répète, à échelle réduite, ce qui est très intéressant parce que ça permet d'aller rapidement vers la rencontre des problèmes technologiques qu'on va rencontrer pour les plus grandes échelles, mais sans attendre 2035 ou 2045, ou je ne sais pas quand, pour les avions commerciaux. Alors, à quand ce vol entre le Sénégal et le Brésil? Initialement, l'objectif, c'était 2025. Oui, alors, bon, la recherche de financement auprès des grandes agences a pris du temps. On est encore en demande de soutien, mais on ne désespère pas effectivement d'avoir davantage de soutien public et pourquoi pas privé aussi. On démarche également auprès des grands groupes aéronautiques. Donc du coup, notre calendrier aujourd'hui, on pense qu'il nous faudra encore 2 ans à partir d'aujourd'hui, donc fin 2025, pour terminer la phase hydrogène liquide sur les mêmes bases que celles qu'on a fait avec l'hydrogène gazeux, c'est-à-dire terminer tous les tests au sol, toute la partie sécurité, toute la partie avitaillement, qui est très particulière et compliquée pour l'hydrogène liquide. Donc, il faut pré-refroidir les réservoirs, les revider. Enfin bref, il y a toute une séquence à maîtriser et à documenter. Et ensuite, enchaîner avec les premiers vols hydrogène liquide. Ça, on prévoit ça jusqu'à fin 2025. On espère pouvoir faire le premier vol hydrogène liquide sur drone à l'horizon de la fin de l'année 2025. Et ensuite, il nous restera, je pense, encore 1 an pour préparer l'opération elle-même, c'est-à-dire dérisquer toutes les parties liées à l'élongation, 3000 km. On n'a plus de GSM, il faut trouver du SATCOM, il faut prévoir les aspects réglementaires de cette opération, les répétitions sur des hippodromes au-dessus de l'océan, etc. Enfin, voilà. Il y a tous ces aspects-là qui vont nous prendre à minima 1 an. Donc, fin 2026, on pense que c'est encore jouable, voilà, si on rencontre aussi les soutiens qu'on espère. En tout cas, pour terminer, le drone à hydrogène, ça fera partie du paysage aérien dans les années qui viennent. Oui, ça fera partie de toute façon du paysage aérien parce qu'il faut décarboner aussi le secteur des drones, et aussi parce que ça constitue vraiment on voit bien les drones aujourd'hui, ça fait partie de l'actualité, pas bon, pour des questions aussi militaires, mais pour des questions également d'application civile. Pouvoir transporter une petite charge utile à l'échelle d'un continent, c'est-à-dire plusieurs milliers de kilomètres, c'est très intéressant, c'est très économique, et ça peut rencontrer beaucoup de marchés également. Mais bien sûr, la motivation qui existe aussi sur ce projet,
c'est de nourrir, d'irriguer aussi le reste de l'aviation générale, à commencer par l'aviation légère, puis petit à petit vers l'aviation régionale, commerciale, pour montrer que ces problèmes-là, on commence par les aborder à petite échelle, parce qu'à petite échelle, il y a moins de risques, il y a tout autant de problèmes qu'on va rencontrer qui sont similaires. Bien entendu, il y a des problèmes qui n'existeront pas à ces petites échelles et qui vont surgir à plus grande échelle. Mais déjà, si on a maîtrisé tous ces problèmes qui seront les mêmes, eh bien, on aura fait beaucoup, beaucoup de gains de temps dans la feuille de route de l'aviation, je dirais, commerciale générale. Donc c'est aussi utile pour toute la communauté aéronautique. Merci, Jean-Marc Mosquetin. Avec plaisir.